Professeur Martin, c'est un grand ami de longue date, un avocat, un docteur, spécialiste en droit constitutionnel. Il peut vous faire un peu de droit comparé pour vous dire comment ça se passe ailleurs, à gauche, à droite, et comment lui comprend ce qui se passe chez nous. C'est une manière de dire qu'on est arrivé, de l'intégrer, et de voir si, étant diaspora, il peut être pris la considération pour les prochains contacts. Maître, donne la parole. Oui, merci. Oui, minutes. Comme le climat est chaud ici, là où je le vois, il ne faut pas transpirer. Merci, cher Willy, pour la parole. C'est pour moi un honneur et un vif plaisir d'intervenir ici à Kinshasa. Je tiens d'abord à remercier mon cher ami et confrère Jean-Marie Kabengele qui m'a demandé avant-hier de participer à cette conférence. Je salue aussi mon ami Georges, avec qui on échange souvent sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. C'est vrai, le Congo traverse un moment difficile. Mais ces moments difficiles demandent le courage. Jean Jaurès notait que le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre les réels. Dans une démocratie en général, et ici au Congo-Kinshasa en particulier, l'idéal pour toute coalition doit être le salut du peuple. Mais le réel a démontré les limites de la coalition mise en place après les élections de 2018, qui a semblé être simplement opportuniste avec un fondement totalement fragile. Parlant des conditions constitutionnelles de la coalition ou de la cohabitation, une double question se pose ou mérite d'être posée. Une coalition formée sur base de quel projet politique est constituée par qui? Et la deuxième question, une cohabitation entre qui et pourquoi faire? On peut y ajouter une troisième petite question pour conclure, celle qui consiste à s'interroger sur la couleur du gouvernement que les Congolais attendent après les consultations nationales initiées par les chefs de l'État. Faut-il une coalition autrement reconstituée ou une cohabitation avec une majorité parlementaire aujourd'hui contestée, voire désavouée par plusieurs Congolais? Les réponses à toutes ces questions constituent l'essentiel de ma courte contribution. Mais avant toute chose, il s'y est de noter que le droit n'est pas une science exacte. Plusieurs interprétations de la règle des droits sont possibles. Chaque acteur a tendance à lui donner le sens qui lui convient, voire attribuer à la règle une fonction objective qui peut être différente de celle visée par l'auteur. Dans les cas d'espèce, ce que le constituant 2006 a voulu réellement dire par telle ou telle disposition constitutionnelle, surtout l'article 78 qui nous intéressera beaucoup plus. En cherchant une fonction objective différente de celle visée par le constituant lui-même, on parle d'une interprétation fonctionnelle, c'est-à-dire celle qui vise à obtenir un résultat jugé satisfaisant dans une situation historique donnée telle que celle que traverse le Congo aujourd'hui. Mais faut-il une interprétation fonctionnelle de l'article 78? Cette grille d'interprétation paraît nécessaire, mais elle n'est pas elle seule suffisante. Il peut s'agir aussi d'une démarche qui consiste à rechercher la raison d'être de la règle de droit ou de la disposition constitutionnelle analysée, ou même l'objectif visé par les constituants. C'est ce qu'on appelle l'interprétation téléologique ou finaliste, celle qui consiste à interpréter un texte
au regard de sa raison d'être. D'où l'intérêt de recourir aux travaux préparatoires. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit quand on veut interpréter telle ou telle disposition constitutionnelle, c'est ce que politiquement, les règles du droit constitutionnel ne sont pas neutres. Leur utilisation modifie la situation des acteurs de la lutte autour du pouvoir. Les droits constitutionnels révèlent de ce point de vue une parenté inattendue avec la poésie. Ces règles portent en elles des virtualités imprévues. Elles sont chargées de sens qui ont parfois échappé aux constituants, comme les poèmes qui, aussitôt achevés, n'appartiennent plus à leur auteur, mais à leurs lecteurs, chez qui ils éveillent des images et des résonances infinies, bien que le droit constitutionnel ne se réduit pas en pratique à un ensemble de techniques sans âme. Une constitution n'est pas faite de pièces et de morceaux disparates, des dispositions sans lien entre elles. Les différents articles de toute constitution forment un ensemble organisé en systèmes plus ou moins raffinés, dont les éléments réagissent les uns sur les autres, comme les organes du corps humain sont interdépendants. Il est de même des pièces du moteur d'un véhicule. D'où l'intérêt d'une interprétation systémique, celle qui consiste à prendre en considération d'autres articles d'un texte constitutionnel pour qu'ils s'éclairent entre eux. De ce point de vue, pour répondre efficacement aux questions posées en liminaire, il importe de s'interroger sur les régimes politiques consacrés dans la Constitution du 18 février 2006. Au terme de l'article 91 de la Constitution, le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Il y a là les critères importants qui définit un régime parlementaire. La Constitution congolaise consacre un régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, comme critère principal, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Mais ce régime parlementaire peut fonctionner sous des variantes. Déjà, il faut distinguer ce qu'on entend par régime et ce qu'il faut entendre par système politique. Ces deux notions en droit constitutionnel sont des notions différentes. Le régime politique, c'est la norme qui est prévue dans la Constitution. Et le système politique, c'est la pratique, comment les régimes fonctionnent dans les faits. Alors, le régime parlementaire congolais peut fonctionner sous des variantes. La première, c'est sous les systèmes présidentialistes. Quand le président de la République et la majorité parlementaire sont du même bord politique, tel que ce qui se passe en France actuellement avec le président Emmanuel Macron. Ce régime peut aussi fonctionner dans un système parlementaire, quand le président de la République et la majorité parlementaire sont des bords politiques différents. On notera avec intérêt que ce qui est souvent prévu dans les textes constitutionnels n'est pas souvent ce qui se passe en pratique. Au terme de l'article 78, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Si une telle majorité n'existe pas, le président confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La Constitution consacre ainsi la recherche d'une coalition en cas d'absence d'une majorité parlementaire. Quand nous faisons l'analyse combinée de ces deux dispositions constitutionnelles, l'article 91 et l'article 78, on peut affirmer, sans être contredit,
que la Constitution consacre une coalition de concertation. Parce que le gouvernement définit en concertation avec le président la politique de la nation. Que le gouvernement assume seul la responsabilité devant le Parlement. Ce qui différencie les régimes congolais avec le régime français. Bien qu'il y a d'autres constitutionnalistes français qui estimaient que la constitution congolaise 2006 est une petite sœur africaine de la constitution française. Mais en France, la politique de la nation n'est pas définie en concertation avec le président. Avec un exécutif bicéphale, les deux têtes d'exécutif doivent à chaque fois avoir une concertation permanente. Ce qui sous-entend une relation à la fois de confiance et une harmonie qu'on peut appeler républicaine. Mais comment avoir cette harmonie républicaine et cette concertation permanente si la coalition est fondée sur la méfiance réciproque et si le Premier ministre a perdu la confiance du chef de l'État? Ce régime parlementaire congolais qui impose une concertation entre le gouvernement et le président de la République pose une question. Dans cette concertation, quand on définit la politique de la nation, cette politique est éclairée par quelle vision? On sait bien que la fonction présidentielle est à la fois une fonction institutionnelle et une fonction politique. Pour avoir fait ma thèse de doctorat sur la conception de la fonction présidentielle en RDC, au niveau du gouvernement, quand il y a cette concertation, on suppose que le président qui est élu par toute la nation entière doit impulser cette définition de la politique. Parce que le président, la fonction étant une fonction politique, le président présente un projet pour être élu. Il fait des promesses qu'il va engager des réformes, qu'il va changer des choses. Et ces promesses qu'il fait, ces projets qu'il a présentés lors de l'élection présidentielle, doit éclairer la politique qu'il va définir en concertation avec le gouvernement. De ce point de vue, la coalition qu'on doit avoir, c'est une coalition qui est impulsée par la vision du chef de l'État. Et on a vu ce qui s'est passé au niveau de la coalition FCC-CACH. Au mois de septembre 2019, j'ai tenu une conférence à Paris. Cette conférence avait pour thème la conception et l'exercice du pouvoir de Félix Tshisekedi. Espoir ou crainte. J'avais démontré lors de cette conférence que le président Tshisekedi conçoit son pouvoir comme le pouvoir du peuple. Il fait du peuple l'essence et le fondement de sa vision politique. Ce qui nous rappelle la définition que Abraham Lincoln avait donnée à la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. J'avais dit de ce point de vue, il y a un espoir. Parce que le président met le peuple au-dessus de tout. Mais je m'interrogeais sur la coalition. Je disais, mais en même temps que le président fait du peuple l'essence et les fondements de son pouvoir, il a fait une coalition avec le président sortant, avec la majorité du président sortant. Je me suis posé la première question. Quel est l'objectif commun, quel est le programme commun de la coalition, avant de former la coalition? Alors, on a formé la coalition, on a vu après, on a vu le temps que ça a pris pour qu'on ait un Premier ministre, et le temps aussi qu'on a vu pour qu'il y ait des ministres. On sentait déjà qu'il y avait des divergences. Et je l'avais dit à cette époque à Paris. Et quand je disais, on me disait, mais comment tu peux être pessimiste? Je répondais aux gens qu'un scientifique analyse le présent pour voir l'avenir. Il n'attend pas l'avenir pour comprendre le passé. Et aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison parce que le chef de l'État lui-même a reconnu qu'il y a des divergences persistantes.
Et les 8 points que le président cite qui posent problème, c'est même les piliers de la construction d'un véritable état de droit. J'ai rencontré le président pendant les consultations. Il m'avait reçu. Je lui ai posé la question. Monsieur le Président, vous promettez de construire l'état de droit. Mais les 8 points qui posent problème au sein de la coalition sont même les piliers de l'état de droit. Comment allez-vous construire l'état de droit avec des blocages comme ça? Je lui avais dit, Monsieur le Président, tout chef d'État doit faire avec un allié qui est en même temps son ennemi, c'est le temps. Le temps n'attend pas. Le temps ne vous attend pas. Le temps va vite. C'est maintenant. Demain, ça sera tard. Alors, la coalition dont question qu'il faudra avoir ou mettre en place, si c'est possible, c'est une coalition qui est impulsée par la vision du chef de l'État. Une coalition qui se forme pour donner au chef de l'État la majorité nécessaire qu'il a besoin. Et non pas une coalition de chantage ou de blocage. Et parlant d'une cohabitation, dans le contexte actuel, je me suis posé la question, une cohabitation, pourquoi faire? Parce que si on parle d'une cohabitation, le président sera toujours président, il doit avoir en face de lui la majorité en place, la majorité qui était sortante. C'est vrai, les hommes et les femmes croient parfois à l'impossible, croient parfois à la magie. Je ne crois pas qu'on puisse faire aujourd'hui ce qu'on n'a pas pu faire pendant 18 ans. Et je l'ai toujours dit, les problèmes congolais, c'est sa classe politique. C'est un problème de volonté politique. La classe politique congolaise est constituée essentiellement des trafiquants politiques qui ont fait de la politique un fonds de commerce, un service à se rendre et non pas un service à rendre. Devant la gravité de la situation, le président de la République ne doit pas avoir une main qui tremble. Il doit sauver le Congo du naufrage. Il doit regarder la misère du peuple congolais. J'ai dit ça au président, que quand j'ai quitté l'aéroport de Ndili, ce qui m'a frappé, c'est la misère. Les Congolais souffrent. Les Congolais aspirent au changement. Je pense qu'il y ait une coalition, qu'il y ait une cohabitation, qu'il y ait l'union sacrée de la nation, ce qui compte, c'est mettre fin à la misère de la population. Je vous remercie. Nous remercions beaucoup Maître Martin. Il vient de nous dire quelque chose de très important. Et finalement, je me rends compte que tous mes trois orateurs se sont complétés dans la manière de composer. Et j'ai retenu quelque chose quand même qui, lorsque Martin combine les articles 78 et 4... Et pour répondre à lui-même, je pense qu'il est sorti, une constitution a 3 significations. Parce qu'il a parlé de dimension mystique. La constitution est d'abord un symbole que tout État se dote dès qu'il est créé. Et la constitution est ensuite une philosophie de la vision d'un peuple. Une vision qui permet à ce que les gouvernants et les gouvernés mettent les limites au pouvoir. Le pouvoir n'est pas illimité. Et enfin, une constitution met en place un système juridique. Comment on organise le fonctionnement du pouvoir. J'aurais souhaité qu'il soit là lui-même. Bon, dommage qu'il est sorti. Il a parlé de la Constitution française. Là, c'est une erreur. La France a une constitution qui répondait
aux instabilités de la 4e et la 3e République. Et quand on prend les cas de la France pour comprendre les cas du Congo, on fait fausse route. On fait fausse route. Parce qu'une constitution, c'est une identité d'une personne. Moi, j'ai mon grand frère, j'ai mon petit frère, mais j'ai mon identité en moi. Moi, je m'appelle Moulumba. Mon grand frère n'est pas moi. Le pour me définir, on ne doit pas prendre l'exemple de mon grand frère et mon petit frère. Donc, je ne pense pas que comparaison est une raison. Il a parlé de l'article 9 quand il demandait à Georges que quel lien il fait avec l'article 79 de la Constitution. Mais l'article 9 de la Constitution française, on dit que le président préside le Conseil des ministres. Après, on ne comprend pas, on ne fait pas. J'aurais souhaité qu'il soit là lui-même. Bon, dommage qu'il est sorti. Il a parlé de la Constitution française. Là, c'est une erreur. La France a une constitution qui répondait aux instabilités de la 4e et la 3e République. Et quand on prend les cas de la France pour comprendre les cas du Congo, on fait fausse route. On fait fausse route. Parce qu'une constitution, c'est une identité d'une personne. Moi, j'ai mon grand frère, j'ai mon petit frère, mais j'ai mon identité en moi. Moi, je m'appelle Moulumba. Mon grand frère n'est pas moi. Pour me définir, on ne doit pas prendre l'exemple de mon grand frère et de mon petit frère. Donc, je ne pense pas que comparaison est une raison. Il a parlé de l'article 9 quand il demandait à Georges que quel lien il fait avec l'article 79 de la Constitution. Mais l'article 9 de la Constitution française, on dit que le président préside le Conseil des ministres. Après, on ne comprend pas, on ne fait pas la lecture du régime congolais en se servant du régime français. J'ai dit ici qu'en France, la politique de la nation n'est pas définie en concertation. C'est un élément très important. Ce n'est pas en concertation. Pendant la cohabitation Jospin-Chirac, Baladi Mitterrand, mais le président de la République se retrouve renfermé dans son carré constitutionnel. Et c'est le Premier ministre qui est le véritable chef du gouvernement. Il y a même un professeur, un de mes professeurs à la Sorbonne, Bertrand Mathieu, qui dit « Tout bouge, rien ne change. La Constitution est toujours la même, mais avec des acteurs différents, on l'applique autrement. » Les régimes parlementaires français, on l'a vu pendant la cohabitation. Parce que sous l'effet majoritaire, quand le président de la République est du même bord politique que la majorité parlementaire, c'est le président qui fait tout. C'est pourquoi on qualifiait Sarkozy de super président, de hyper président. En France, par exemple, quand Gérard Philippe a déposé sa démission, mais c'est le président qui lui a demandé, c'est lui qui l'a fait chef. Il a même demandé au président de l'Assemblée nationale de quitter parce qu'il voulait remplacer. Le président fait tout. Dans le fait majoritaire, c'est sous la cohabitation que le Premier ministre est véritablement chef du gouvernement. Alors, ce sont des régimes qu'il ne faut pas confondre. Quelqu'un parlait du régime présidentialiste. Je l'invite à lire Bertrand Mathieu, Marianne Coandé, Jean Gilquel, Michel Tropper, pour comprendre la qualification des régimes politiques. Les régimes parlementaires ont pour critère principal la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Dans un régime parlementaire, le Parlement peut faire tomber le gouvernement et l'exécutif peut dissoudre le Parlement. Ça n'existe pas dans le régime présidentiel de type américain. C'est la différence fondamentale. J'ai dit qu'il y a une différence entre la théorie prévue dans les textes constitutionnels, comment est-ce qu'on organise le fonctionnement du pouvoir. C'est ça le régime politique. Et la manière dont cette organisation fonctionne en pratique, c'est le système politique. Un même régime politique peut fonctionner sous plusieurs systèmes politiques. Le cas de la France, la Constitution n'a pas changé. On a vécu la cohabitation. Maintenant, on vit sous l'effet majoritaire avec la même Constitution.
Donc, ça montre comment qu'avec le même régime politique, on peut avoir plusieurs systèmes politiques. Le système présidentialiste, c'est la variante du régime parlementaire. Ce n'est pas un régime en entier. Quand on parle, par exemple, du régime semi-présidentiel, cette notion, la paternité appartient à Duverger. C'est Duverger qui avait qualifié les régimes français de semi-présidentiels. Mais avec l'évolution constitutionnelle, cette notion n'est plus d'actualité. On ne parle plus des régimes semi-présidentiels. Le régime français, c'est un régime parlementaire, mais qui peut fonctionner soit sous la cohabitation, soit sous le présidentialisme. La question a été posée sur qu'est-ce que je pense de ce que le professeur Bouchard aurait dit des prix. Bon, malheureusement, je n'ai pas moi-même suivi ça. Quand on parle de primo ministériel, c'est le président de la République a un pouvoir protocolaire. Mais quand nous lisons la Constitution congolaise, le président de la République a des pouvoirs qu'on appelle des pouvoirs propres et des pouvoirs partagés. Je ne vois pas un président qui est protocolaire dans la Constitution congolaise. Le président a des pouvoirs propres. Quand vous lisez l'article 69, qui est la clé de voûte même des institutions congolaises, ça donne des pouvoirs au président. Il n'est pas protocolaire, il agit. Il a des pouvoirs dont il a lui-même l'initiative. Parce qu'il y a des pouvoirs qui sont formels, des pouvoirs qui sont réels. Il y a des pouvoirs où il ne sollicite pas l'intervention d'autres pouvoirs. Là, on parle de contre-saint. Il a des pouvoirs qui sont des pouvoirs propres. Là, il n'est pas protocolaire. Par rapport au courage, bon, c'est vrai, il faut avoir le courage. Le problème n'est pas le problème de la Constitution. Quand vous prenez cette Constitution et la Constitution française, cette Constitution est démocratique. Le Congo a limité le nombre de mandats présidentiels avant la France. La France, c'est Sarkozy qui est venu limiter le nombre de mandats. Avant Sarkozy, un président pouvait se présenter autant de fois. Mais Sarkozy, quand il est devenu président, qui a limité le nombre de mandats, alors que le Congo l'avait déjà fait en 2006, avant la France. Sarkozy est devenu président après 2006. La Constitution ne pose pas un problème. Comme je l'ai dit, le problème, c'est ceux qui sont censés faire respecter la Constitution. Si on prend la Constitution comme un chiffon qu'on applique ou qu'on respecte selon la météo du jour, selon les sentiments qu'on a, quand on trouve que c'est bon pour moi, je l'applique. Quand on trouve que c'est mauvais, je ne l'applique pas. C'est ça le problème. Dans un état de droit, personne n'est au-dessus des lois. Tout le monde se soumet à la loi. Que tu sois chef de l'État, que tu sois ministre, que tu sois... Tout le monde se soumet à la loi. Les plus grands problèmes du Congo, c'est la volonté politique. S'il y a une volonté politique, tout peut marcher. Alors, c'est vrai que la Constitution, j'en viens, il y a des dispositions qui posent problème. Très bien. C'est une Constitution qui a été rédigée, bon, que certains comme Jean-Louis Sambo qualifient d'un texte de compromis, dans un contexte de 1+4. Mais une Constitution n'est pas appelée à être là à vie comme une Bible. Ça doit évoluer avec la société. Alors, le plus grand problème que nous avons au Congo depuis 2006, c'est d'abord le respect de la Constitution, parce qu'on peut la changer. Mais s'il n'y a pas la volonté de la respecter, le changement aura servi à quoi? Je ne sais pas s'il y a... Et l'orientation, quand le président Tshisekedi parle de l'union sacrée pour la nation, moi-même je me suis interrogé. Je dis, quel est ce Congolais qui peut être contre la nation? Quel est ce Congolais qui peut refuser de sauver le Congo du naufrage? Nous allons on va tout droit au mur. Il faut nommer les choses. Donc, si on peut mettre en place une union qui peut permettre à ce qu'on sauve la nation, donc, quel est ce Congolais digne de ce nom qui peut dire que non, moi ça ne me regarde pas, à moins qu'il soit contre la nation? Par rapport au retrait de l'ordonnance normale du Premier ministre, c'est le droit administratif que vous évoquez là. Moi, je ne suis pas dans l'hypothèse du retrait de cette ordonnance, parce que je vous pose la question. Le Premier ministre, quand il a été nommé, il s'est présenté devant l'Assemblée nationale qui lui a donné le vote de confiance.
Alors, il y a cette légitimité qu'il tire de ce vote de confiance. Il a été investi par. Alors, quand on retire cette ordonnance, que fait-on alors de la légitimité que l'Assemblée nationale lui a donnée tant que l'Assemblée nationale est encore en place? Ça pose un problème constitutionnel. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut retirer, parce qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Il a été nommé. Une fois nommé pour entrer en fonction, il est parti devant les représentants du peuple. Il y a eu investiture. Maintenant, est-ce que le fait de retirer l'ordonnance en question annule l'investiture? C'est un débat qui est ouvert. Je crois avoir répondu à l'essentiel des questions qui vous concernent. Merci.